pour l'originalité des espèces, je le nomme, parce que c'est quelque chose qui est opposé à l'idée que une espèce change dans l'autre. Qu'est-ce qui est opposé? C'est les espèces sont constantes, ils sont originales, ils sont les mêmes depuis leur première apparition sur Terre. Et je veux commencer par la thermodynamique, par la physique. C'est l'argument principal contre l'évolution. Parce que cela décrit la loi naturelle plus fondamentale que chacun de nous connaît. Les physiciens ont trouvé une formulation très intelligente, très sophistiquée, mais vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très difficile. Les physiciens nous disent que toute la matière est composée par des atomes ou des molécules qui mouvent dans l'espace dans une manière irrégulière. Et cette propriété, cette caractéristique de toute la matière est la raison pourquoi une structure ordonnée de matière, indiquée avec ces atomes dans une structure ordonnée, avec le temps, résulte toujours dans une structure moins ordonnée. C'est la succession normale de chaque processus de la nature. Mais c'est impossible que l'opposé se passe. On ne peut pas jamais aller d'un désordre à l'autre. C'est tout simple. C'est ce que la deuxième loi de la thermodynamique nous dit. Et les physiciens ont trouvé une formulation mathématique exacte. Vous connaissez peut-être, quelques-uns de vous, le mot entropie. L'entropie, c'est rien d'autre qu'une mesure de probabilité. Et la relation est ici, entropie S est directement proportionnelle au logarithme de la probabilité. On peut, en principe, calculer la probabilité pour les atomes dans cet espace ici, pour être comme ils sont ici. On peut calculer la probabilité pour les atomes de se former dans une structure comme ça. Et c'est l'entropie. Et la deuxième loi de la thermodynamique, pour tout système de matière isolée, comme nous le pouvons lire dans les manuels, s'écrit comme ça, l'exacte formulation. Un système, une agglomération de matière, ne passera jamais de lui-même, de son état originel, à un état nettement moins probable. C'est-à-dire que son entropie ne diminuera jamais de plus de quelques K. K est la constante de Boltzmann, c'est minuscule et n'a rien à voir avec ce que nous allons voir ici avec les changements. Qu'est-ce que ça veut dire cette loi? Ça veut dire que chaque processus chimique ou physique ou biologique qui se passe dans la nature, chaque processus physique va de l'ordre à désordre, et jamais l'opposé. Quelques exemples. Si vous avez des papiers qui sont ordonnés comme ça, et vous ouvriez la fenêtre, le vent peut entrer et tout ça, qu'est-ce que vous attendez? Naturellement le chaos avec un vent très bref. Mais si vous continuez et vous laissez le vent et le soleil et tout le temps y opérer, vous n'expectez pas qu'après des millions d'années, vous arrivez ici. Le temps ne peut pas le faire. Et la seconde loi nous enseigne que c'est impossible qu'un processus naturel existe qui pourrait le faire. Un autre exemple, si vous avez des liquides de différentes couleurs, différentes densités ou différentes caractéristiques, vous avez une mélangée, mais c'est impossible que cette mixture peut se démélanger après un temps. C'est impossible. Seulement, naturellement, si vous avez différentes caractéristiques physiques, le poids ou une autre chose qui peut les distinguer.
L'importance de cette loi est soulignée dans Physics Today en 2000 par Lee Ingvarsson avec ces mots: aucune exception à la seconde loi de la thermodynamique n'a jamais été trouvée, même pas une toute petite. De même que pour la conservation de l'énergie, la première loi de la thermodynamique, l'existence d'une loi si précise et si indépendante des modèles existants doit avoir une fondation logique qui est indépendante du fait que la matière soit composée de particules qui interagissent entre elles. Et Albert Einstein, qui a joué avec le temps et l'espace et tout ce que nous avons regardé comme être sûr, il a dit que la seconde loi est la seule théorie physique dont je sois convaincu qu'elle ne sera jamais invalidée. Et la seconde loi a aussi trouvé ses formulations chez les anciens, parce que c'est une loi qui guide tous les processus du quotidien, tous les processus de la nature. C'est clair que les philosophes classiques ont aussi connu cette loi. Nous avons, tout à l'heure, nous avons entendu la philosophie classique qui dit qu'il n'y a pas d'effet qui peut être plus grand que la cause. C'est une autre formulation de la deuxième loi de la thermodynamique. Et saint Thomas d'Aquin, dans son Summa Theologica, a aussi trouvé une formulation qui est très proche de la deuxième loi de la thermodynamique. Et lui, il a déjà conclu correctement que ce ne peut pas être que, ce peut seulement être Dieu qui peut faire ordre. Et c'est une preuve de l'existence de Dieu que nous voyons de l'ordre, je vais le dire. La cinquième loi de prouver l'existence de Dieu est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que les êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin. Ça veut dire avec une ordre. Ce qui nous est manifesté par le fait que toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de façon à réaliser le meilleur. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard, mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche par l'archer. Alors, c'est l'importante phrase ici. Ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé. Il ne peut pas tendre à une fin, ça veut dire le désordre ne peut pas parvenir à l'ordre. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin. Et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Alors, maintenant, nous voyons le problème avec la théorie de l'évolution. La deuxième loi de la thermodynamique dit « désordre ne peut pas devenir ordre, mais la théorie de l'évolution a comme dogme principal désordre devient ordre ». Comme ça, nous avons un conflit. Et qui est plus fort? Une théorie, une imagination ou une loi de la nature? Certainement la première. Et la deuxième, la loi de la nature est plus forte. Et la théorie doit être abandonnée. Mais si vous parlez comme ça et vous dites que cela exclut l'évolution, vous recevrez tout de suite le contre-argument que dans la formulation de cette loi, il est écrit dans les systèmes isolés. Mais la vie et la Terre, ce ne sont pas des systèmes isolés, ce sont des systèmes ouverts. Et ici, tout est possible. Les limites de la deuxième loi de la thermodynamique sont plus valides ici, on dit. Et souvent, la discussion finit à ce point. Mais comme vous vous rappelez les processus de la formation des races,
il faut toujours examiner le mécanisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Et la même chose, on va faire avec les systèmes ouverts. Qu'est-ce qui se passe dans les systèmes ouverts? Est-ce que c'est vrai que chaque processus est possible? Qu'est-ce que c'est un système ouvert? C'est simple. C'est un espace avec de la matière qui est ouvert pour échange d'énergie. On peut importer ou exporter énergie, refroidir ou réchauffer. Un exemple, le réfrigérateur. Nous commençons avec un état où nous avons l'équilibre de la température, 20 degrés au dehors et à l'intérieur. Si c'est un système ouvert et si vous introduisez de l'énergie, vous arrivez à un état où vous avez produit de l'ordre. À l'intérieur, vous avez 5 degrés, à l'extérieur 23 degrés par exemple. Alors, c'est une violation de la deuxième loi de la thermodynamique. Est-ce que cela ne prouve pas que l'évolution peut se passer? Un autre exemple, d'abord l'explication. Non, ce n'est pas vrai parce que dans cette machine, vous avez une intelligente machine qui va le faire, qui contient l'information pour réduire l'entropie. Ça ne suffit pas d'introduire l'énergie, il faut cette machine, il faut un ingénieur qui a construit la machine pour faire ce processus qui semble si surnaturel presque. Un autre exemple, les plantes. Les plantes sont capables de prendre des molécules petites et avec l'aide de l'énergie, un système ouvert, ils peuvent les transformer dans des molécules plus compliquées, avec plus d'ordre, avec moins d'entropie. Mais il faut aussi comprendre que dans les plantes, vous avez des réacteurs, un réacteur de chimiste, le chloroplaste, qui est très compliqué et qui existe en avance et qui contient déjà l'information comment produire l'ordre. Sans ce réacteur, vous ne pouvez pas, vous pouvez introduire l'énergie beaucoup si vous voulez et rien ne se passera. Un autre exemple, les molécules de l'eau, H2O. Si vous exportez l'énergie, si vous le refroidissez, vous arrivez à une structure très ordonnée. Est-ce que cela ne montre pas que la deuxième loi est limitée? Non, pas du tout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la température s'est diminuée, les molécules sont devenues plus proches et la géométrie de H2E requiert qu'ils font la configuration d'une hexagone. C'est un processus nécessaire à cause de la géométrie entre hydrogène et oxygène. Et si vous continuez avec ce processus, vous arrivez à un cristal qui a une symétrie en 6 directions. Mais c'est important que cet ordre que vous pouvez voir macroscopiquement est déjà contenu dans l'ordre d'une molécule H2O. En d'autres mots, vous n'avez pas créé de nouvelles ordres dans des systèmes ouverts. Vous avez seulement fait visible une ordre qui a déjà préexisté. Et maintenant, nous regardons si les processus de l'évolution aussi appartiennent à cette catégorie. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Ici, l'histoire de la vie selon la théorie de l'évolution. Commençons avec une atmosphère primordiale. Vous avez seulement de petites molécules comme l'hydrogène, l'eau, et CO, le carbone monoxyde, carbone dioxyde, méthane et ammoniac. Et l'énergie est entrée, et comme ça, on dit les aminoacides se sont faits et les sucres par l'énergie. Cela, on nous dit, a suffi parce que c'est un système ouvert. Mais vous voyez déjà que ces structures ici
ne sont pas préprogrammés dans la structure des petites molécules. Je vais le montrer plus tout à l'heure. Et si vous arrivez à créer ces molécules compliquées, vous pouvez continuer, vous arrivez à des protéines. Ce sont des machines dans les cellules très compliquées et des acides nucléiques qui sont le RNA ou l'ADN. Et plus tard, vous arrivez à les cellules. C'est l'histoire de la vie, selon la théorie de l'évolution. Mais à chaque de ces étapes, vous avez une violation de la deuxième loi de la thermodynamique, qui n'est pas possible même si vous avez un système ouvert, parce que la structure de ces molécules n'est pas contenue dans la structure de ces molécules. Vous ne pouvez pas, par échauffer ou par refroidir, faire ce que vous avez pu faire avec l'eau qui se transfère dans un flocon de neige. C'est autre chose ici. Et c'est pourquoi dans Interdisciplinary Science Reviews, on peut lire qu'on n'a jamais réussi à produire la vie dans le laboratoire. Klaus Bose dit, dans une solution aqueuse, les réactifs intermédiaires d'une expérience du type de l'expérience de Müller-Urey réagiraient aisément entre eux pour produire des composés plus complexes et mal définis, mais pratiquement aucune molécule qui soit utile biologiquement. Il est extrêmement improbable que la première forme de vie ait évolué spontanément dans une soupe primordiale. En d'autres mots, si vous faites des expériences où vous assemblez des molécules petites et ajoutez de l'énergie, vous arrivez à des aminoacides, c'est vrai, mais vous avez aussi beaucoup d'autres molécules qui évitent que les aminoacides soient utilisables. Il faut beaucoup d'intelligence pour purifier ces solutions. Et exactement ici, c'est quelque chose que la nature ne peut pas faire. Il faut toujours un ingénieur, mais c'est l'opposé qu'il faut démontrer. Il faut démontrer quelque chose qui peut se faire par soi-même. Et la même chose, si vous avez des sucres ou des nucléobases, seulement par refroidir ou échauffer, on n'arrive jamais à une molécule ADN, parce que cette molécule est une code, c'est une lettre avec une information. Un système ouvert ne peut pas le faire. C'est la loi de la thermodynamique qui l'interdit. Et si vous avez des aminoacides, ça ne suffit pas de refroidir ou d'échauffer pour obtenir des molécules, des machines moléculaires complexes comme les protéines. Évidemment pas. Et même si vous avez de l'ADN, des protéines et des membranes, c'est toujours pas la vie. La vie est beaucoup plus compliquée. C'est une usine, c'est une organisation extraordinaire. Rien que l'homme a fait est comparable à la vie dite la plus primitive, la petite cellule. Par exemple, cette flagellum, c'est un moteur électrique. Et cela ne peut pas se passer dans un système ouvert. Et si vous avez la vie, c'est impossible sans violer, créer d'un organe primitif comme un œil prototype, un œil plus compliqué. C'est pourquoi Joseph Holzschuh, dans la conférence Scientific Critique of Evolution, a dit The second law of thermodynamics poses an insurmountable scientific barrier to evolution. La deuxième loi de la thermodynamique pose une barrière scientifique insurmontable contre l'évolution. Et Ryogin, je laisse ça. Qu'est-ce qui est possible quand même sans violer la deuxième loi? Ce sont des variations, la formation des races. Parce que là, vous avez toujours une augmentation de l'entropie, une réduction d'ordre, ou au moins
le même niveau d'ordre. Changer la couleur ne diminue pas l'entropie. C'est pourquoi c'est possible sans violer la deuxième loi de la thermodynamique. Mais si vous voulez aller dans une cellule primitive à un organisme plus complexe, sûrement vous réduisez l'entropie, vous augmentez l'ordre, c'est impossible. La deuxième loi l'interdit. C'est la preuve principale contre l'évolution. C'est ce que dit le principe classique. Il n'y a pas d'effet qui peut être plus grand que la cause. C'est une autre manière de le formuler. Continuons avec la génétique de population. Si vous voulez aller par l'évolution du reptile à l'oiseau, une autre chaîne de l'évolution, on nous dit toujours qu'il y avait beaucoup de variations et la sélection a pris le plus apte, et encore la prochaine étape, la prochaine, et on arrive à un nouvel organe. Mais ce qu'on oublie toujours, le plus apte, ça peut être une variation qui ne mène pas à un nouvel organe, mais qui mène par exemple à l'impasse, où il n'est plus possible de faire une autre créature. Si par exemple, les variations du reptile qui sont plus aptes sont différentes et seulement un de ces variations mène dans la direction de nouvel organe, la probabilité est très petite qu'à la fin vous arrivez au nouvel organe, parce que à chaque étape vous avez beaucoup de variantes qui eux aussi sont plus aptes, mais qui mènent dans une autre direction. C'est impossible statistiquement, quand vous multipliez les probabilités de chaque étape d'arriver à un nouvel organe. La sélection, en d'autres mots, reconnaît le plus apte, mais pas le chemin vers le nouvel organe. Ce sont des choses logiquement différentes. Mais on ne le dit jamais. On dit toujours que c'est en principe la même chose, mais ce n'est pas vrai. Il peut toujours être des plus aptes qui ne mènent pas dans un nouvel organe. Lise Bentner, un scientifique juif, qui dit une chose pareille. No one has demonstrated that it is possible, even in principle, for a sequence of random mutations to occur, each providing a selective advantage over its predecessor. Moreover, not one random mutation has been observed that adds information to the genome. Alors, on n'a jamais démontré qu'il est possible qu'il y a une séquence de mutations qui se suit et où chacune donne un avantage pour la sélection. Et de plus, on n'a jamais vu une mutation qui a ajouté de l'information au génome. Continuons avec l'anatomie. C'est un argument simple mais très fort. Quand j'étais dans un train de Paris à Stuttgart, une femme de Guinée, du Sénégal, était assise à côté de moi et j'ai parlé de ce que j'ai dû faire. J'étais à une conférence et j'ai dit que nous ne venons pas de singes. Et elle a dit naturellement nous ne venons pas de singes parce que c'est évident. Si l'homme peut venir du singe, aujourd'hui on devrait voir que le singe se lève et devient un homme. C'est exactement vrai. Aujourd'hui, il faudrait voir beaucoup d'organes dans la nature qui sont dans le processus de se développer. Et on ne trouve rien. Tout ce qu'on trouve, ce sont des organes complets. Vous trouvez des yeux complets, des oreilles complètes, des mains complètes. Mais si tout cela était vraiment le produit d'un processus d'évolution, où sont les organes semi-développés? Par exemple, si le reptile est arrivé à l'oiseau par des étapes semi-développées, ça veut dire que tous les intermédiaires ont existé en grand nombre
pour le rendre statistiquement probable de trouver une mutation qui mène dans la direction. Et pour longtemps, et de plus, tous ces intermédiaires avec les organes semi-développés étaient plus aptes que le reptile, qui est au début, par définition, plus apte. Mais là, il y a une contradiction. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'oiseaux et nous voyons beaucoup de reptiles qui, dans cette chaîne, est le moins apte. Où sont les autres qui ont été plus aptes que le reptile? Pourquoi seulement le reptile a trouvé une niche pour survivre et aucune de ces intermédiaires? C'est évidemment impossible qu'ils ont existé. C'est si simple. Et vous pouvez jouer avec cette pensée pour tous les organes, pour tous les organismes. Ça commence déjà par la cellule. C'est si compliqué, inimaginable. Si cela serait le produit d'une évolution des molécules, des premières molécules, avec tous les intermédiaires, où est-ce qu'on peut voir ces intermédiaires, ces cellules semi-développées? Elles sont plus aptes que les molécules, mais pourquoi elles ne sont plus là? Les molécules sont toujours là, qui existent. Et si on pense qu'un œil prototype aurait pu se développer dans un œil d'insecte, dans un œil vertébré, ou même un œil miroir télescope qui existe aussi, tous des mécanismes, des constructions très sophistiquées, mais où sont les intermédiaires? Ils n'ont jamais existé, parce qu'on les devrait voir de la même manière qu'on peut toujours voir des œils prototypes aujourd'hui. Le moins apte est toujours là. Et je veux un dernier exemple, une plante qu'on peut trouver, même chez moi, je ne trouve pas des plantes pas. On appelle l'arum en anglais, je ne connais pas le mot en français. Mididi. Ça mange de la viande. Non. Et il fait une autre chose avec les insectes qui est encore plus magnifique. Cette plante, dans la nuit, il veut que les insectes viennent pour faire la pollinisation. Et pour faire cela, la stratégie est la suivante. Il a un réacteur chimique ici, qui produit une molécule qui ressemble les molécules qui proviennent de la viande morte. Cela donne l'impression il y a de la viande pour les insectes qui viennent. Les insectes sont bons ici, sur cette surface, et sur cette surface, la plante met sa huile, de huile. Et pour cette raison, les insectes tombent ici, vous voyez, ils tombent ici, et là, vous avez un mécanisme qui ouvre seulement dans une direction. L'autre direction est impossible. Ils sont attrapés, ils sont emprisonnés. Oui. Alors, les insectes sont ici, et ils donnent le pollen des autres plantes sur la bête. Et le plant veut que les insectes soient un peu plus actifs pour distribuer le pollen. Mais c'est la nuit, c'est un peu froid, les insectes ne marchent pas trop. Qu'est-ce que la plante fait? Elle a un réacteur pour échauffer. Une machine pour réchauffer, peut augmenter la température de cette plante. Alors, les insectes deviennent plus actifs avec une température augmentée et ils font leur devoir. Et après un certain temps, la plante ouvre sa propre pollen pour polliner les insectes, pour mettre le pollen sur le bec des insectes. Et l'huile disparaît et la structure change la surface. On a une structure plus bénéficiaire pour les insectes pour s'échapper. Et ce mécanisme
perd sa force, il peut aller à l'autre plan. C'est génial. Si ce mécanisme était le produit d'une évolution, on peut imaginer qu'il a fallu beaucoup d'étapes intermédiaires dans un grand nombre d'individus pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui des plantes avec des feuilles totalement simples, mais elles peuvent survivre quand même? Pourquoi aucune de ces prétendus intermédiaires ont existé jusqu'à aujourd'hui? Seulement la seule réponse possible, elles n'ont jamais existé. Et naturellement, nous avons beaucoup d'organes avec une beauté extraordinaire qui existent, ou bien totale, ou bien pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont été créés immédiatement. Et aussi, chez l'homme, qu'est-ce que nous distingue du singe? Pas seulement le corps, mais l'esprit. Et quelle est la trace de l'esprit? Un des plus importants, la langue. Et l'homme a une langue parfaite, et le singe n'a aucune langue. Si le singe est devenu homme, il devrait avoir des créatures avec une langue semi-développée. On a cherché cela chez d'autres nations, on n'a rien trouvé. On a constaté qu'un homme qui est né dans un autre endroit sur Terre et qui est mis dans une autre civilisation peut apprendre chaque langue. Et on sait aussi que les langues plus anciennes sont plus compliquées que les langues d'aujourd'hui. Ça veut dire tout ce que nous observons, c'est une évolution de la complexité des langues, comme nous observons une évolution dans le génome par le processus de la formation des races. On perd de la complexité dans le génome, et aussi culturel, on perd de la complexité dans les langues. Le latin ancien était plus compliqué, le grec plus compliqué, tout ça. Mais on ne trouve pas une créature, un animal qui a une semi-langue. Le candidat qu'on pourrait imaginer seulement, c'est le parrot, perroquet. Mais bien sûr, évidemment, ce n'est pas parce qu'il a un esprit, il ne comprend pas ce qu'il dit. Oui. Le dernier argument, et pour cet argument, il ne faut même pas pouvoir voir la nature. C'est très simple, c'est très logique. La logique suffit. Il faut seulement être capable de sentir peine, par exemple, pour comprendre que notre âme ne peut pas être le produit de l'évolution. Pourquoi? La théorie de l'évolution dit que chaque organisme qui existe parce que c'était un avantage pour la survie. Il n'existe rien d'autre qui ne... Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui n'est pas un avantage pour la survie, la sélection les détruirait immédiatement. Alors, si vous regardez une créature très simple, une cellule, pas simple, mais très petite, vous savez, nous pensons que cette créature ne sont pas inconscientes, ils ne sont pas de peine. S'il y a un danger, cette créature va s'éloigner pour se protéger. Pour ce mécanisme, il n'est pas nécessaire de sentir peine. Ça veut dire, si une mutation aurait créé la conscience, la capacité de sentir peine, la réaction serait la même. En d'autres mots, la sélection n'aurait pas choisi cela parce que c'est plus compliqué, mais il aurait choisi le plus simple parce que la sélection opère selon l'effet mécanique. Et l'effet mécanique ici est s'enfuir contre du danger. La même chose avec l'homme. Toutes les réactions que nous pouvons faire avec notre corps pourraient être faites par un robot, mais sans conscience. Ça veut dire, si
ce que nous faisons était le résultat d'une évolution, l'évolution aurait produit un robot et pas un être qui a de conscience, parce que cela ne donne aucun avantage. Nous avons la même aptitude fonctionnelle avec plus de complexité. En d'autres mots, la sélection naturelle aurait éloigné les hommes de la Terre. C'est clair, cette pensée? Ça veut dire que l'âme ne peut pas provenir d'une évolution. Et on peut continuer. Les yeux, les jambes, les mains et tous les organes essentiels ont besoin du contrôle conscient. Mais si la conscience ne peut pas être le produit de l'évolution, tout ce qui est contrôlé par la conscience ne peut être le produit de l'évolution. Ça veut dire que le corps ne peut pas provenir d'une évolution. Et c'était le dernier argument pour les preuves pour l'originalité des espèces. Et on arrive à la même conclusion que Sir Ernst Chain, qui a reçu le prix Nobel pour la découverte de la pénicilline, dans son œuvre Social Responsibility and the Scientist in Modern Western Society. Il a commenté sur l'hypothèse de l'évolution avec ces mots. Il a dit que c'est une hypothèse sans évidence et contre les faits. Et c'est exactement ce que nous avons vu dans les dernières 2 heures, que les espèces sont originales, elles sont constantes depuis le premier moment où ils ont existé. Le seul changement que nous observons, c'est une dévolution, c'est une perte de complexité. Merci pour votre attention.